Hello. Hello. Salut. Comment ça va? Bah, la forme et toi? Ça va. Bah écoute, comme des champions d'Europe, j'ai envie de te dire. Bon, vous avez eu le temps de vous remettre un petit peu de vos émotions, Striker? Ouais, on a eu le temps de redescendre. Ouais. Parce que pour une partie de l'équipe, on réalise pas, parce que c'est bizarre quand même, quand chacun est chez soi, de gagner un tournoi, ça fait forcément bizarre. Moi, je sais que je réalise moins que sur la LFL. Mhm. Mais en Ouais, tout cas, c'est tout le monde est très très heureux. C'est ce que tu avais dit dans l'interview de Paul, d'ailleurs, hein, dont on va reparler un petit peu plus tard. Bah écoute, félicitations, encore une fois, pour ce week-end. J'ai pas pu suivre ça avec vous sur OTP, mais honnêtement, je vais pas vous mentir, dans la salle des casteurs, tout le monde avait le stream OTP ouvert à côté. Donc on pouvait pas entendre ce que vous disiez, mais genre ouais, vraiment, tout le monde regardait et c'était ok, est-ce que ça jusqu'où peuvent aller les vues, et ouais, ben, on en reparlera tout à l'heure, Noah, hein, mais ça a dû être un week-end de fou pour vous aussi. C'était extrêmement sympa, d'autant qu'on avait toute la bande de zouaves à côté, on les entendait crier avec 3 murs d'épaisseur entre nous, on était obligé de fermer toutes les portes et même comme ça on entendait encore, le mobilier a pris un coup, mais Oui. non, c'était une super bonne ambiance, mais même de notre côté c'est la meilleure façon de vivre un match, on a vraiment eu beaucoup de chance. Tu m'étonnes. Comment va la table de cast? Parce que je vois que Elle est beaucoup de morte. personnes demandent dans le chat. Ah non, sérieux? alors la table de cast va bien. Ça, alors je sais que je crois que c'est Prime qui a fait un superbe enjambé. J'ai vu le bureau faire comme ça au bout d'un moment. À part un peu de Red Bull partout qu'on a nettoyé après, la table elle est nickel. Et la table basse la table basse pour le coup celle-là, bon bah voilà, paix à son âme. Hein. Rip in peace on dirait. C'est pas grave. J'ai envie de dire c'est worth it. Si c'est qu'une petite table basse comme ça, ça va. Ah mais c'était un week-end de fou, vraiment. C'est on verra hein, pour la suite qu'est-ce que ça va augurer pour K-Corp. Mais bon, j'aimerais quand même qu'on revienne sur cette finale et sur ce qui a mené à cette finale, puisque bah alors j'ai envie de prendre comme point de départ le tweet que tu avais fait, Striker, justement par rapport au fait que vous n'étiez pas forcément sur un pied d'égalité par rapport à l'autre équipe. Oui. Toute cette histoire de com, etc. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, parce que je trouve ça étrange. Vous aviez le droit d'être sur le TS pendant les phases de groupe, ou vous n'avez jamais eu le droit? Non, alors sur les BO1, donc pendant les phases de groupe, il n'y avait pas de problème. On n'était même pas sur le TS ou le Discord des EU Masters, on restait chez nous. Ouais. Et c'est à partir des quarts qu'il y a eu cette règle de présenter, qui était pas trop compréhensible, dans le sens où il y avait un referee à chaque fois, et qui était super cool, et qui pouvait vérifier si nous les coachs étions en contact avec les joueurs. Donc je vois pas vraiment l'utilité de nous demander de partir à chaque fois. Quoi qu'il en soit, on s'est plié aux règles, et je sais qu'il y avait d'autres équipes qui étaient qualifiées sur les quarts et les demi qui étaient dans notre cas. Donc voilà, on a fait avec. Mais je pense que c'est un point à revoir, et que bon, ils l'ont noté de toute façon, Ouais, voilà. et que ce sera amélioré sur les éditions prochaines. Ça, tu trouves que ça a rendu les choses un peu difficiles, du coup, avec le recul? Quand tu vois les reviews que tu as l'habitude de faire avec les garçons, justement, et peut-être donner des reviews dans la com, là, le fait que tu ne pouvais pas. Le truc, c'est que bon, on commence forcément. Ça fait 4 mois qu'on travaille ensemble de façon quasi quotidienne, donc on sait ce qui se passe dans la com quand un mauvais foiré ou pas, plus ou moins. Et puis après, on peut aussi leur demander. Donc non. Et puis, je pense que j'ai aussi ce discours parce qu'au final, ça ne nous a pas coûté grand-chose, dans le sens où on a quand même gagné les EU Masters. Si c'était pas le cas, je pense que j'aurais été un peu plus salty. Ouais, c'est clair. Donc non, au final, ça va. Ok. Est-ce qu'on peut revenir sur la prépa pour cette finale? Parce que vous aviez déjà affronté BTXL 2 fois, vous les aviez battus 2 fois. La deuxième fois dans une game d'ailleurs qui n'avait aucun enjeu. Hein, pour ceux qui se rappellent pas, c'était la game où Targa avait passé son temps avec Pyke top et avait rendu vraiment la vie impossible au BTXL. Comment est-ce qu'on prépare une finale en sachant qu'on a déjà battu cette équipe 2 fois et que bah justement en tant qu'underdog, BTXL allait vraiment essayer de décortiquer absolument tout ce qu'ils allaient pu voir sur vous? Au niveau de la prep pour BTXL, c'était... on n'a pas cherché à vraiment innover ou quoi que ce soit. Le discours était le suivant. On savait qu'on était une équipe, je pense, qui a de meilleurs fondamentaux et surtout de meilleures individualités. Donc on partait confiant par rapport à ce qui s'était passé en groupe. Et voilà, la notion qu'on avait de BTXL, mais toujours respectueux. Notre focus était plus sur notre jeu à nous, en notant quand même les particularités de leur gameplay, le fait qu'ils soient plutôt lents à accélérer en mid-game, même après un
un lead early. C'est pour ça qu'on a essayé aussi d'avoir des compos articulés autour du teamfight, parce qu'on savait qu'on pouvait toujours arriver sur cette marque des 20-25 minutes. Et voilà, c'était pas quelque chose de très target ou de très focus sur l'adversaire comme ça aurait pu être le cas sur d'autres matchs des EU Masters. Je pense que si par exemple on avait joué un mouse en finale, on aurait été plus précis dans les consignes par rapport au style de jeu justement de mouse. Du côté du broadcast, Noah, parce que bon, les gens ne se rendent pas compte de tout le travail éditorial qui est abattu pour faire tout ce qui est pré-show, desk, etc. C'est quel était le meilleur moyen pour vous de faire vivre pleinement cette finale aux fans dans ce que vous vouliez leur exposer, que ce soit dans le pré-show, dans la qualité de broadcast et tout ce qui suit? Je dirais que c'était très particulier parce que bon, le broadcast, c'est pas la finale qui se prépare, c'est vraiment les EUM qui ont été préparés différemment de notre côté. Faut revenir un peu sur le calendrier, parce que le calendrier de LoL il est ce qu'il est, mais grosso modo normalement les EUM c'est un peu un break pour tous ceux qui préparent le MSI. Sachant qu'on n'est pas sur le MSI, on a pu normalement ce qu'on utilise comme un break le travailler à fond. Et donc en fait toute la préparation des European Masters, déjà, et bien forcément t'as tous les casteurs, un peu, enfin tous les gros entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais tous les gros casteurs, t'as Twix, t'as Chips, t'as Noah, t'as Trueton, t'as vraiment l'équipe de d'habitude, l'équipe de la FL, l'équipe des EUM. Là où d'autres années t'aurais pu avoir des commentateurs un peu plus débutants que tu formes, parce que c'est aussi à ça que ça sert les EUM, c'est vraiment développer des nouveaux talents joueurs comme broadcast, etc. Laisser sa chance à tout le monde. Normalement, toi d'ailleurs, il t'a pris du galon puisque t'as hosté tes premiers desks en anglais. Je pense que je sais pas si tu comptes en parler, mais ça, moi je suis assez curieux de savoir comment ça s'est passé. Mais donc tout a été mieux préparé en amont parce qu'on s'est tout simplement dit bah écoutez, de toute façon derrière on a des vacances. Et on va pouvoir se reposer avant d'avoir le gigantesque rush Summer into EUM, into Regional, into Worlds qui est absolument horrible, et ça veut dire que tes vacances elles sont en décembre. Donc on s'est dit bon allez, on met le paquet là-dessus et après on voit. Et dans ça, eh bien, on a vraiment cherché à le rapprochement, le côté patriotique, le côté français. C'est-à-dire, on a nos Français, on va suivre tous nos Français, on va les suivre à fond parce que c'est ça qui nous fait vibrer. Et c'est dans cette montée avec les show matchs contre la France, avec Trueton qui a fait un gros boulot de hype, avec tout le storytelling qui est autour, avec bien sûr la Carmine qui donne un storytelling qui t'as juste besoin de rien faire, t'as juste besoin de suivre le train de la hype. Tout ça build up vraiment toute cette atmosphère dans l'écosystème français qui fait qu'à la fin t'as une explosion au niveau de la finale. Mais c'est vraiment monté graduellement en suivant le parcours des équipes françaises et principalement la Carmine. Là, on regarde un tweet, bon évidemment il y a celui de Nicolo, je vais faire passer Switchbox, etc. Striker, toi c'est la première fois, je pense. Noah a l'habitude de recevoir des éloges de Nicolo depuis quelques années, donc j'ai même plus envie de demander ce que ça lui fait, mais toi c'est peut-être la première fois que tu vois autant d'engouement autour d'un projet e-sportif que tu mènes. Il y a eu Nicolo, il y a eu Shox, il y a eu tout. Le président m'a jamais remercié de mes travaux. Hein. Ah, bon, IRL, si, quand même. Mais vraiment IRL comme ça, je l'ai croisé à l'Elysée, voilà, on s'est serré la pince. Casser Macron, ouais. Ben oui. C'est autant Nicolo peut-être un peu plus, mais c'est vrai que Macron c'est plus rare. Ouais, mais ça, avant le match justement, de voir qu'il y avait autant de personnes qui vous suivaient, ça vous a plutôt mis la pression ou au contraire ça a renforcé? Parce que je sais que les joueurs généralement avaient l'habitude de me dire que ça les renforçait de voir que beaucoup de personnes les suivaient. Mais ouais, du point de vue du staff, ça a été vu comment tout ça? Sur la finale, on savait que les audiences d'OTP étaient folles sur l'ensemble des EU Masters de toute façon, même sur les games qui étaient pas celles de AK Corp. Sur la finale, on n'a pas tout de suite su, étant donné qu'on a un coach feed, donc on suit la game de façon globale là-dessus. Okay. Et je crois que c'est à partir de la game 3, je crois que j'ai checké OTP et que j'ai vu qu'on était très très haut. Mais non, c'est sûr que comme tu dis, c'est particulier. Moi, j'ai pas trop de points de comparaison vu que c'est ma première équipe professionnelle, mais je suis bien conscient quand même de l'aspect unique un petit peu de ce qui s'est passé. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer sur les audiences pour le Summer aussi, parce que tout le monde est gagnant à la fin dans l'écosystème. Et voilà. Dis-toi que c'est un peu irréel tout de même. C'est-à-dire que un match online de, entre guillemets, la deuxième division, puisque la première division, ce serait l'équivalent des UM, c'est les Worlds. Donc, la deuxième ligue, sur un match online, déjà en best of 3, a fait mieux que G2 en finale à Bercy, avec
toute l'amplification qu'a pu faire Riot, avec des conférences de presse à la Tour Eiffel, avec des shootings dans Versailles. C'est-à-dire que la Carmine a fait mieux que le contenu le mieux produit possiblement dans le monde du jeu vidéo à domicile. C'est en fait, au-delà du chiffre en lui-même, je trouve que c'est quand même criant la façon dont s'est fait ce chiffre. Et pour moi, ça met clairement en avant encore plus le côté nationalité qui est extrêmement mal exploité dans League of Legends jusqu'à maintenant. Ouais, C'est sûr. Après, vas-y, tu veux compléter, Striker? Parce que moi, j'ai quand même un peu l'impression que... Enfin, c'est une discussion qu'on a eue chez Croc, tiens, la semaine dernière, avec Romain Bijard, le fait que comment booster les scènes locales et ce genre de choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, t'as quelqu'un qui peut, similaire à la K-Corp en Europe, qui aurait les épaules pour assumer un projet comme ça? Je trouve que Carmine Corp, c'est vraiment un projet unique. Je vois pas dans d'autres pays, d'autres acteurs similaires arriver à susciter le même genre d'engouement. Peut-être Ibai à la marge, Ouais. et je sais pas s'il arriverait au même niveau de hype au début en tout cas, parce que là c'est quand même la fusion entre guillemets de deux communautés, celle de Kamel et de Prime, avec des horizons très différents et qui ont certains points de jonction aussi, qui fait que la hype est aussi présente dès le début. Donc ouais, ailleurs en Europe, je sais pas s'il y a une personnalité dans le gaming qui pourrait faire aussi vite. T'as Ibai, même... on me dit beaucoup dans le chat. En tout cas, en France, c'est compliqué parce qu'on oui. on en discutait avec d'autres personnes, même extérieures, un petit peu. Et le truc, c'est que Kameto, il est tellement gentil. Enfin, c'est tellement le good guy que tout le monde a envie de le voir gagner. T'as envie de voir gagner Kameto parce que ça te fait super plaisir pour lui. Il est tellement sympa. Et il est aussi nature derrière la caméra que devant, et forcément c'est un point de ralliement qui est si facile. T'as un CEO qui est ultra sympa, t'as une équipe avec du charisme, un style de jeu qui a du charisme, qui est tout de même à majorité francophone. Ben toutes les cases sont cochées en fait, tout simplement. C'est sûr. Ouais. Je pense aussi on a été aidé par le fait que les deux autres représentants, c'est des équipes LFL, elles représentent tout autant en France que nous, mais je sais que pour une partie du public c'était plus difficile de s'identifier pour des raisons valables. Et du coup, je pense que ça nous a aussi aidé parce qu'à partir des U-Masters, il y avait 3 trains, mais il y en avait un qui était plus facile à prendre, je pense. Ouais, je suis d'accord. C'est gros problème d'identification pour Misfits. De toute façon, un Noix, tu t'en rappelles, quand ils sont arrivés en LFL, déjà, beaucoup de personnes étaient là. Oula, pourquoi Misfits et pourquoi en LFL? Tu trouves que les équipes, en général, en LFL, ont un train à rattraper quand tu vois le niveau auquel Carmine a réussi à élever la hype? Parce que ça passe par les réseaux sociaux et plein de trucs, je trouve. Et de ce côté-là, Carmine, je fais partie des équipes qui, je trouve, est la plus active. Ouais, est-ce que c'est aux autres de rattraper derrière? Comment est-ce que tu vois l'évolution de la scène pour que ce soit pas justement dépendant du fait que Carmine gagne? Bah, déjà, effectivement, la hype, elle vient avec la victoire. Déjà de base, c'est ce qu'il y a de plus important. Une équipe, elle est aimée si elle gagne, et le sport est un peu dur. Parfois, elle descend un peu plus, ou elle peut être vite oubliée si elle perd. Je pense pas que ce soit le cas de la Carmine, qui est une communauté qui est tellement à part et tellement soudée. Après, le truc, c'est que la Carmine, c'est particulier. C'est-à-dire que je sais quelle est la partie de leur audience, quelle est la partie de la communauté Carmine Corp qui était la communauté League of Legends et quelle était la communauté qui ne l'était pas. Donc en fait, le truc, c'est qu'ils ont aussi ramené un vivier, si je peux me permettre le mot, de personnes qui découvrent League of Legends qui est absolument insane, avec une communauté absolument insane, avec un phénomène d'ultra qui est, même s'il existait déjà dans l'e-sport, chez Fnatic, chez G2, chez d'autres, qui a été amplifié fois 1 million. Parce que au-delà de ça, la communauté à côté a développé tellement de choses, entre les chansons, entre le Blue Wall, etc. Enfin, c'est avant tout, les réseaux sociaux étaient un stade. C'est-à-dire qu'on peut pas être dans le stade, mais les réseaux sociaux nous servent de stade pour haranguer, pour gueuler, pour faire du bruit, entre guillemets, et ça te donne une omniprésence des fans. C'est-à-dire que tu sais, t'as un match Carmine, ton mur de texte sur Twitter, tu défiles, c'est bleu, tu défiles. Et en plus, après, il y a tous les influenceurs et les streamers de la sphère League of Legends et au-delà de la France, parce que déjà, tous les Français s'y mettent, mais en plus, t'as tous les inters qui s'y sont mis parce qu'ils regardent le phénomène, et du coup, tu te retrouves avec une domination totale et absolue de la Carmine, avec Saken 2 fois en TT, avec Carmine en TT, etc. Et donc, le truc, c'est que même avec toute la meilleure volonté du monde, je pense que la Carmine a au moins 1 ou 2 années d'avance. Il y a un truc que j'aurais voulu montrer au cas où certains l'auraient raté, et Striker, je sais que tu l'avais retweeté, c'était justement cette ambiance de stade qu'il y avait sur le Discord de la K-Corp le soir de match. Tu peux nous mettre le son, Victor, s'il te plaît, pour ceux qui ne l'ont pas vu sur
sur Twitter, je pense que c'est assez marrant. C'est le genre de truc qui te dit qu'est-ce qu'on a hâte d'avoir à nouveau des events IRL. Alors je sais pas si on peut avoir le son, peut-être qu'ils l'ont sur ils l'ont sur Twitch. Et ouais, non, les gens étaient comme des dingues, vraiment. Je sais pas combien de personnes t'avais sur le vocal de ce Discord. J'ai entendu plusieurs centaines, mais j'ai pas vérifié moi. J'ai entendu qu'il y a plusieurs centaines. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça sur Discord sans que ce soit limité. Ouais. Ah, ça devait être un de ces bordels. Je sais que Kamel avait parlé d'un monde dans lequel il y aurait peut-être des quarts de fans, ce genre de choses, créer des événements. C'est quelque chose dont vous avez hâte aussi, parce que vous êtes un petit peu particulier dans le sens où, comme on l'a dit, vous n'êtes pas en gaming house, chacun de son côté. Vous n'avez pas encore eu l'expérience de ce genre de choses. J'imagine. Ah voilà, il y a le son là. What the fuck? Je laisse défiler un peu parce que vous allez voir, il y a plusieurs moods quand même. Voilà. J'ai rarement. Enfin, d'ailleurs, non, ça doit être la première fois que je vois un screen comme ça. Genre, c'est. Il y a une organisation derrière. Est-ce qu'il y a un maître ultra? J'ai envie de dire que c'est Carnage, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère toute cette communauté Striker? Pas à ma connaissance en tout cas. Okay. Je sais qu'il y a des comptes Twitter plus actifs parmi les ultras et que parfois ils peuvent échanger avec des membres de Hakacorp côté com, mais notamment les malls, etc. D'accord. Mais c'est très organique comme truc, c'est pas. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. C'est pas un phénomène qu'on voit souvent dans les autres équipes noires, je trouve. Non. Le seul Discord qui a pu ressembler à ça, c'est celui de la snipe pour avoir Sardoche en solo queue. Sinon, j'ai pas d'autres exemples criants. Non, c'est impressionnant, en espérant que ça continue. Alors, c'est bien sûr la dernière chose que je souhaite à Carmine. Maintenant, je pense qu'une équipe peut pas être première toute sa vie. De temps en temps, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Je sais que a priori, les ultras seront bien entendus derrière. Je me demande ce que ça va donner quand on va commencer à peut-être être un peu moins dominant. Si ça va être aussi fort, si ça va laisser un peu de la place aux autres. Parce que le truc, c'est comment t'existes à côté. Nous, on avait très peur. D'un côté, on aurait été très content qu'il y ait une finale full LFL. Mais en vrai, on voulait pas un Carmine versus Misfit en finale. C'était pas facile parce que derrière, on devait se positionner et c'est pas facile. C'est-à-dire que t'as Kameto au locaux et tu dois lui dire, déjà, je pense qu'on n'aurait pas pu le laisser commenter. C'est vrai que ça aurait été un peu bizarre. Ça aurait été très bizarre parce que là, pour le coup, on doit rester beaucoup plus neutre entre deux équipes de la même région. Et ouais, ça aurait pas été facile parce que ça aurait un peu tué la hype, je pense. Donc c'était pas si. Le tirage a bien rendu service. Ouais, j'imagine. Enfin, c'est peut-être pas la finale qu'on voulait avoir idéalement, mais au final, elle était assez hype et beaucoup plus close que ce que j'aurais pu penser. D'ailleurs, t'es d'accord là-dessus, non? Alors on avait prédit un gros 3R. On avait tout le monde dans les locaux, on était tous là, c'est 3R. Franchement, les gars, on était en train de faire des plans parce qu'on voulait le fameux chapéto en duo de cast. On était en train de faire des plans. Du coup, là, s'il y a que 3-0, ça veut dire qu'on peut pas tous commenter parce que du coup, là, tu roules à tel endroit. Donc là, faudrait vraiment qu'il y ait une game 2. Et quand on a vu le 1, la game gagnée par BitXL, on a fait yes, c'est bon, on va tous pouvoir cast une game. Alors, il y a que Tréton qui s'est sacrifié et qui en a pas eu une, mais ça nous a mis bien. C'était le scénario vraiment parfait. Et en plus, ça a créé un peu, parce qu'ils se sont vraiment bien battus, ça a créé, c'est dans l'adversité que la hype, que la tension se crée. Le fait qu'il y ait une game perdue, qu'il y ait une game en vrai qui a été extrêmement serrée, et même la dernière n'ait pas forcément été donnée, ça a créé une très très belle finale. Striker, tu disais justement dans l'article de Paul que tu trouvais pas forcément que BTXL vous avait surpris. Tu t'attendais à avoir une finale aussi accrochée, toi ? Alors, non, je m'attendais pas à avoir une finale aussi accrochée. Je pense qu'on a pas été aussi bon qu'on aurait pu l'être. Je pense qu'il y a deux facteurs à ça. Le premier, c'est qu'on a beaucoup moins scrim aux abords des phases finales. Et je pense que si on devrait le refaire de façon collective, je pense qu'on choisirait peut-être de caler 1 ou 2 scrims de plus, ne serait-ce que pour la confiance. Et le deuxième, c'est le fait qu'on soit arrivé, je pense, en tant que favori pour beaucoup de gens et pour nous aussi, et que ça a peut-être mis
une pression supplémentaire aux joueurs Ok. et à tout le groupe en général. Ah, c'est Et marrant. à côté de ça, voilà, je pense qu'Excel a mieux joué, mais ils se sont pas révolutionnés entre les groupes et la finale, quoi. Ouais, non, je suis d'accord, mais c'est marrant parce que Targamas, que j'avais eu en interview la veille, me disait ouais, je pense que cette demi-finale nous a un peu remis en place en termes d'ego et voilà, que justement il allait absolument pas sous-estimer BTXL. Vous aviez un adversaire que vous auriez voulu affronter en finale si ça avait pas été eux? Parce que nous de notre côté, on pensait à des équipes comme Big, des équipes comme Moose évidemment. Mais ouais, quand tu regardais l'autre côté de l'arbre, tu t'attendais à ce que ce soit BTXL qui en sorte? Je m'y attendais pas du tout. Je voyais plutôt Big au début du tournoi, puis Mouse éventuellement une fois que on les a vus jouer en quart, mais j'avais pas l'impression que BTXL pouvait faire quelque chose. Ils étaient peut-être biaisés dans le sens où on les avait joués et on avait 2-0 en groupe, et donc je me disais qu'ils n'étaient pas contenders pour la finale. Mais au final, ils ont joué mieux que ces équipes-là, et je pense qu'ils sont plus solides, de façon générale plus constants, même s'ils ont peut-être des individualités moindres sur certaines lanes. Il y a eu un gros step-up, hein. Je pense qu'on a tous été surpris. C'est-à-dire que oui, on attendait après les groupes, on attendait plus Big, même à la limite un Misfit, etc. Et là, bon, disons que le quart de finale en BO3, il aide pas. Je demande à voir ce qui se passe dans l'arbre du... Parce que je pense que l'arbre du haut aurait pas trop changé si on avait mis un best of 5. Par contre, l'arbre du bas, je pense que tu passes en best of 5, t'as absolument pas le même résultat. Ça laisse le temps peut-être de se reprendre et de reverse. Le format, je pense que tout le monde a assez critiqué pour savoir que on aimerait un changement. Mais oui, il y a eu un gros step-up, notamment de Romé, hein, Romé qui fait une phase de groupe absolument catastrophique et qui sort vraiment quelques masterclass, y compris en finale. Donc ça a beaucoup joué, mais personne n'avait parié un centime. Vu la phase de groupe, personne n'avait parié un centime. Pour finir un petit peu sur ces EU Masters, sur les équipes, etc. Tout le monde dans le chat au début de la journée me demandait est-ce qu'il y aurait eu un MVP de la finale. Sur OTP, je crois pas que vous ayez attribué de MVP, si? On l'a assez clairement fait entendre qu'on pensait que Seken était MVP du tournoi. J'allais dire Striker pareil si tu devais donner le joueur de la finale. On est d'accord sur Seken? Il n'y a rien à ajouter. Je pense que Saken ce jour-là, et sur le tournoi de façon générale, il a été impressionnant. Ouais. Ah ouais. Très impressionnant. Il y a eu des petits tweets qui sont partis. Oh, je les ai pas, mais je pense que vous les avez en tête. Mais ouais, Néo a pas dû passer un super week-end. Néo a été interpellé par plusieurs personnes effectivement parce que on sait qu'il a cédé il a revendu Seken et le bruit court que c'était pas très très cher. Ouais. Et qu'à mon avis, il s'est pas mal planté sur ce coup-là. Tant mieux, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein. Oui, voilà. C'est ça. Puis c'est une question d'environnement hein, aussi. Pour en avoir pas mal parlé avec Seken, ce qui l'a pas mal aidé cette année, c'était que l'environnement lui plaisait beaucoup plus. On reviendra un petit peu là-dessus, d'ailleurs, Striker, parce que je trouve qu'on t'a pas trop entendu sur le sujet, sur la façon dont fonctionne l'équipe. Mais avant ça, pour finir sur ces EU Masters, tu sais, quand je parle avec G2, par exemple, ou des équipes qui gagnent beaucoup, je parle souvent du fait que les années compétitives sont très longues, que les équipes sont souvent cramées. Là, vous êtes allé au bout de la LFL, vous êtes allé au bout des EU Masters, vous allez cligner des yeux et on va reprendre la LFL pour aller encore vers les EU Masters derrière. Est-ce que ça va, là, déjà, à la moitié de l'année? Est-ce que vous tenez le coup? Et quel est le plan pour les prochaines semaines? Moi, à titre personnel, ça va. Après, je pense que c'est plus compliqué pour les joueurs. Je pense qu'il y a un stress qui est différent dans leur position. Peut-être plus facilement une sensation de burn-out qui peut intervenir parce que disons que la pratique elle est beaucoup plus intense, même si au final si toi tu reviews pendant qu'ils sont en solo queue, tu vas faire le même nombre d'heures, mais c'est pas du tout aussi usant pour nous que pour eux, je pense. Donc à titre personnel ça va, je pense que le groupe est aussi bien mentalement, que personne est cramé. On va avoir quelques semaines de repos avant de reprendre les scrims. Et je pense que tout le monde est à peu près d'attaque pour reprendre le summer. Ça a peut-être à voir avec le fait qu'on ne s'est pas forcément grillé pendant entre la LFL et les EU Masters, on a eu une bonne pause. Et puis à l'intérieur des EU Masters aussi, on n'a pas eu le calendrier le plus chargé en termes de scrim. Donc ça devrait aller. Faudra leur demander à chacun, mais je pense qu'il n'y a personne qui est cramé. Ok.
Tant mieux. On veut vous retrouver en forme pour la LFL. T'as tout le chat qui est là, genre leak, comme si t'avais partagé l'information de l'année. De toute façon, s'il y a des choses à savoir, vous les saurez en temps et en heure. Ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Nous-mêmes, on ne sait pas. Honnêtement, aujourd'hui, on n'est pas encore au courant de ce que chacun va choisir ou de ce que chacun pourra faire. Donc, à voir. Bah, ça reste une question quand même, si je peux me permettre de la poser, parce que oui, j'en avais parlé à Adam aussi pendant l'interview, mais on sait très bien à quoi servent les EU Masters, on sait très bien à quoi servent les circuits locaux, c'est fait pour dénicher des talents. On a beaucoup de talents qui arrivent en France cette année, et je trouve que K-Corp, on est vraiment l'exemple, parce que encore une fois, c'est beaucoup de joueurs qui avaient déjà joué avant, qui n'ont pas perf avant, et qui ici se transcendent complètement. Puis t'as de l'autre côté Adam, pareil, qui est peut-être une des révélations de l'année. Forcément, ça va attirer des yeux, ça va attirer des portefeuilles, et tout le monde le sait. C'est une crainte du côté de la Carmine, pour l'instant, en tout cas. Et évidemment qu'à la fin de l'année, tu sais qu'il y aura un mercato, et voilà, le mercato fera les choses. Mais là, à la moitié de l'année, en voyant les résultats des EU Masters, tu trouves, c'est quelque chose dont vous avez peur, dont vous êtes conscient justement qu'il y ait des offres, ce genre de choses? Ouais, on est conscient, les joueurs étaient aussi conscients même avant la fin des EU Masters qu'il y avait évidemment des équipes qui regardaient. On n'a pas spécifié les offres auprès d'eux parce qu'on voulait qu'ils restent concentrés, enfin offres ou intérêts, parce que la plupart c'était pas des offres d'un point de vue contractuel, juste des discussions. Et puis non, oui, forcément, quand tu gères un groupe comme ça, à titre personnel, dans l'idéal, je préfère partir avec les 5 mêmes. Après, ce serait aussi un challenge différent d'intégrer des nouveaux joueurs, mais on peut pas en vouloir à qui que ce soit s'il prend sa place en LEC. C'est une opportunité qui peut ne pas arriver 2 fois dans une vie. C'est un step-up en termes de niveau et en termes de compétition de façon générale énorme. C'est la seule voie possible en Europe pour aller aux Worlds. Donc on verra. En tout cas, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait essayer d'être le plus transparent possible par rapport à ce qui était sur la table pour chacun des joueurs, et puis se donner nos réflexions là-dessus pour qu'on puisse s'organiser au mieux pour le mercato s'il doit y en avoir un. Ouais, c'est une approche saine en tout cas. Et toi, Noah, quand tu vois justement ce genre de choses, tu te positionnes comment en tant que caster, en tant que personne qui suit la scène, selon toi, ça serait quoi les décisions idéales? On s'était posé la question quand Nuclear Int a été promu en LEC, tu vois. Est-ce que en milieu d'année, c'est une bonne idée? Faire arriver quelqu'un dans un groupe qui a déjà ses synergies et déjà son fonctionnement, est-ce que tu as envie de potentiellement foutre tout par terre parce que quelqu'un a du potentiel? Faire des changements au milieu d'année ou faire des changements en fin d'année, selon toi? Moi, je suis assez partisan de la stabilité. Le plus une équipe reste stable, une fois que l'équipe a trouvé son alchimie. Je pense qu'une équipe qui arrive à son premier split, qui gagne la LFL et les EUM, on peut dire qu'il y a quand même une alchimie. Donc c'est un collectif qui marche. Donc forcément, je serais largement partisan que l'équipe reste ensemble. Targa et Shanky ont laissé entendre que, à moins qu'il y ait des bêtes de propositions, forcément, si on te propose d'être mid laner chez G2, bon bah oui. Avec un salaire absolument mirobolant, oui, forcément, peut-être que t'acceptes. Hein. Après, je pense qu'entre être premier de la LFL et être 7, 8, 9e, 10e du LEC, parce que t'as une place qui s'est ouverte chez Vitality et chez Excel, parce qu'on sait que leur mercato, il est pas dans tous les sens. En vrai, moi, je pense qu'il vaut mieux finir son split et son année, son summer split, à continuer de rouler sur la LFL. Alors même si je pense que le summer split va être plus dur et plus disputé, je pense que vu l'exposition maintenant, en fait, avant, t'existais pas en LEC, t'existais pas tout court. Maintenant, t'existes pas en LEC, mais par exemple, t'existes en LFL. Quand on tape un 300K, qui est le record absolu de l'e-sport en France, c'est plus la même optique. Et je pense que les formats de la part de Riot vont devoir être revus. L'importance qu'a la D2, entre guillemets, la scène locale, la façon dont elle est gérée et la façon dont le calendrier est agencé, tout ça pour moi ça doit changer. Pareil, il y a beaucoup de choses qui doivent être remises sur la table. Je sais que ça revient beaucoup, ligue fermée, ligue ouverte. On en a eu besoin, c'était obligatoire à un moment. La question se repose. Il y a beaucoup de questions qui se reposent et pour moi, doit y avoir une grosse remise à plat de Riot parce que je suis pas fan, effectivement, que maintenant qu'on a des ligues aussi fortes, que les joueurs se fassent piocher, qu'on pioche. Ça servait à un moment, c'est plus le cas. Ça a changé. Je trouve que l'écosystème a avancé. Tu t'es d'accord là-dessus, Striker?
Sur la structure de la compétition en Europe, je pense que, Ouais. comme l'a dit Noah, à un moment donné, c'était impératif. Il fallait attirer les investisseurs, il fallait pouvoir sécuriser les financements. Aujourd'hui, il y a une exposition qui commence à être forte en ERL, notamment en LFL. On peut avoir des carrières qui peuvent se faire tout à fait en LFL, je pense, pour certains joueurs, et qui sont sur quelque chose de pas mirobolant, mais de très confortable en termes de revenus, et qui leur permet d'envisager après des études de se lancer dans l'e-sport pendant quelques années. Et si on peut, je pense, abattre les barrières d'une ligue qui est certes fédératrice aujourd'hui, mais qui peut être, je pense, limitante dans l'identification que vont faire les spectateurs aux équipes, ça nous permettrait d'avoir un miroir un peu de ce qui peut se faire au foot. Les 3 premières équipes françaises qui vont en Ligue des Champions, et puis ensuite peut-être aux Worlds ou autres. Mais voilà, avoir ces ligues qui soient bien identifiées et qui soient nationalisées, je pense que ça pourrait être un gros step up. Après, voilà, les particularités des contrats qui ont été signés par les équipes LEC, et sur combien de temps ça engage Riot en tant que partenaire, parce qu'il me semble qu'ils sont partenaires. Ouais. C'est des choses que moi je connais pas et qui pourraient limiter la chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un avenir qui est possible d'un point de vue, en tout cas engouement. Je pense qu'il y a quelque chose à faire sur les ERL à moyen terme. Disons que, effectivement, pour revenir un peu là-dessus, tu sortais du LEC, même en tant qu'équipe, ton nom n'existait plus. T'arrivais enfin, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien derrière. Maintenant, entre effectivement être 10e du LEC ou être premier de ta ligue régionale, ben, quand tu as un sponsor en termes d'audience, si les audiences sont mieux développées sur la Ligue 2 et sur la deuxième division, et que le format qui maintenant est assez fort est mieux monétisé, avec peut-être un calendrier remanié, ben, en vrai, c'est des ligues où c'est intéressant d'être. Et à partir du moment où c'est intéressant et tu n'es pas mort si jamais tu arrives 10e du LEC et tu n'as pas perdu la totalité de ton investissement et ta structure continue de vivre, et même de vivre bien, ça ouvre un nouveau champ de possibilités. Donc c'est bien, enfin je trouve que vraiment ces EUM, c'était un signal extrêmement fort pour beaucoup de choses, pour les audiences, pour la montée en puissance effectivement, et l'autorisation, notamment les showmatchs France-Espagne qui sont arrivés par-dessus, qui montrent que, messieurs aux États-Unis, si vous nous lâchez un peu la grappe sur des formats nationaux, bah regardez, il y a des trucs super cool qui peuvent être créés. Donc il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits pendant ces EUM, et je pense qu'il y a de quoi cogiter, il y a de quoi analyser, comprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et comment le reproduire pour avancer un nouveau step dans je vais dire pas le partage de League of Legends avec le monde, parce que c'est quand même des grands mots pour expliquer ça, mais ça permettrait de s'ouvrir un petit peu à quelque chose de moins niche, voilà. Mm-hmm. Après, je m'interroge sur quelque chose quand même, parce qu'on a notre point de vue de français avec la LFL qui s'en sort bien, etc. La LFL oui, certes, vous avez gagné, mais de toute façon, je trouve que, j'ai l'impression que la LFL est la région la plus compétitive, en tout cas parmi toutes les ERL. Quand tu regardes la Prime League, l'Ultra Liga par exemple depuis quelques années, t'as tout le temps les mêmes têtes d'affiche qui s'en sortent, et derrière c'est vraiment des faire-valoir. La LFL, c'est vraiment une ligue qui est hyper compétitive, et où à part le bottom 2, t'as vraiment un combat, on l'a bien vu, hein, de toute façon la course au playoff cette année c'était absolument fou et c'était absolument n'importe quoi. Pareil, on a un driver d'audience qui est Carmine et l'engouement autour des équipes LFL, mais quand t'es une autre région qui a pas ça, comment tu fais pour booster les autres régions en fait? C'est ça la question que je me pose surtout, Noah. C'est comment arriver à homogénéiser l'Europe. Faut avoir des broadcasts forts, faut avoir des équipes fortes. C'est sûr que tout le monde effectivement n'est pas la LFL. Après ça monte, mais je pense pas non plus que le maximum a été fait pour booster toutes les ligues nationales. Après, effectivement, l'écosystème français, encore une fois, on a énormément de chance. Donc nous, un changement qui peut nous aller pourrait être assez nocif pour d'autres régions européennes. Mais voilà, c'est-à-dire, je dis pas que c'est faisable, je dis pas que c'est maintenant la bonne idée, je dis qu'une porte s'est entrebâillée. Voilà, tout simplement, elle était fermée, elle est maintenant entrebâillée, quelqu'un peut mettre son pied dans la porte pour dire il y a un petit truc à faire, regardez. C'est peut-être qu'effectivement les UM, ça doit plus être une compétition un peu fourre-tout pour les gens qui préparent leur MSI, et que ça peut avoir plus d'importance. Voilà, pour moi c'est ça. Ouais, je suis d'accord. De ton côté, toi Striker, bon, du côté des compétiteurs, forcément, quand t'es sur les sommets de l'Europe, j'imagine que ça doit motiver les autres équipes à devoir vous concurrencer. Hein. Forcément, si vous arrivez aux EU Masters l'été prochain, vous serez évidemment l'équipe à abattre.
Encore une fois, on a notre point de vue de français biaisé, mais est-ce que vous vous voyez vraiment au-dessus de la mêlée par rapport aux autres équipes que vous avez pu voir ou rencontrer pendant ces EUM? Parce que c'était un petit peu l'impression que ça donnait quand même. Quand les analystes m'en parlaient, t'avais vraiment Carmine et t'avais le reste. Je pense que ça dépendait des périodes. Je pense que ça dépendait des moments en scrim. Je pense que parfois on se faisait un peu plus peur que d'autres, mais de façon rétrospective, je pense que c'était lié au fait qu'on a pas mal essayé d'étoffer notre champion pool. On essayait chaque semaine d'ajouter des pics qu'on montrait ou pas depuis le début de la LFL. Et du coup, forcément, je pense qu'inconsciemment, tu prends un peu plus peur si tu perds des scrims contre des équipes que tu considères moins bonnes, et c'était la majorité des équipes qu'on scrimait. Mais je pense que c'était encore une fois lié à certains tests / practice qu'on faisait. Et je pense pas qu'on était destiné à win les U-Masters et qu'on était complètement au-dessus de la mêlée. Je pense qu'on aurait pu perdre. Je pense qu'en demi, on est passé à rien de se faire éliminer et que la narrative aurait été tout autre. Et et voilà, les joueurs ont été très très bons, je pense, mentalement sur les phases finales, parce que jouer 2 BO3 et ensuite un BO5 en étant attendu à chaque fois au tournant et en n'ayant pas comment dire, on n'a pas eu un BO où on s'est dit que c'était win depuis le début, donc il fallait être solide. Je pense pas qu'on était complètement au-dessus, je pense juste qu'on a eu des joueurs qui ont été très méritants du point de vue mental et des très bonnes individualités qui nous ont permis d'avoir peut-être plus de facilité à draft certaines choses, parce que tu as des joueurs qui peuvent tout jouer et qui sont bons sur les fondamentaux. Donc forcément, ça nous permet de s'adapter, quoi, comme sur la finale. Bah, Seiken, 4 champions radicalement aussi différents. Et sur lequel on l'avait pas joué en plus depuis le début de l'année, quoi. C'est ça. Targamas, je crois qu'on a joué Tariq une fois en scrim. Je crois que c'était la game 5 d'un scrim un peu fun. Enfin, la game fun d'un scrim qui arrivait à 5 games et sur lequel on voulait tester certaines choses. Donc voilà, il y a eu une grosse adaptabilité des joueurs et je pense que ça a beaucoup joué en notre faveur. Ouais. C'est assez ouf. C'est genre cette capacité à sortir des pocket picks parce que justement, sur le moment. Mais c'est ça qui fait une bonne équipe en fait. C'est des joueurs qui se font confiance et qui peuvent sortir des picks comme ça, enfin sortir des fagots parce que tu te dis que sur le moment ça va fonctionner. J'ai une petite question. T'as le droit de me dire non. Il y a eu des discussions sur Twitter par rapport à des scrims que vous avez fait contre G2. Tout le monde l'a vu. Je ne veux pas qu'on parle des résultats de ces scrims. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez scrim d'autres équipes LEC pendant le split? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? T'as le droit de me dire, je veux pas répondre. Non, on a scrim d'autres équipes LEC. Je pense pas qu'on soit là. Enfin, je suis sûr même qu'on n'était pas la seule équipe ERL au tableau à avoir joué des équipes LEC. C'est quelque chose qui est commun. J'avais entendu parler de ça moi à l'époque, même en tant que spectateur. Des équipes à chaque fois qui remportaient les Masters qui s'étaient à un moment donné entraînées contre des équipes LEC. Après, je sais pas si elles ont toutes scrim G2 ou d'autres équipes, mais ouais, on a eu des scrims plutôt de haut tableau, donc c'était bien aussi parce qu'on arrivait très motivé avec, je pense du côté des joueurs, quelque chose à prouver. C'était très sain dans l'approche, mais on en a eu assez régulièrement, ouais. Ok. Je peux te dire que j'en ai entendu parler par G2 de vos scrims. Hein. Et ils étaient pas contents. Non, ils étaient pas contents du tout. On a entendu le seum de par la frontière. Hein. C'était ouf. Non, mais c'est trop bien. C'était trop bien. J'avais aussi entendu parler de vos scrims de veille de finale, d'ailleurs. Et ça m'avait fait un peu peur, très honnêtement. Oui, c'est vrai qu'il y avait la LEC aussi, ouais, le dernier scrim qu'on fait avant la finale FL, il me semble que c'est une équipe LEC, ouais. Ouais. Non, mais c'est cool. Voilà, dans le chat, du coup, vous avez vos réponses. En soi, c'est un truc qui arrive assez souvent, hein, les ERL qui scrim des équipes LEC, pardon. Ça fait une bonne transition vers beaucoup de questions que je voulais te poser par rapport à ton coaching et ta vision du coaching. Parce que quelque chose que tu as dit justement dans l'interview que j'ai pu lire avec Paul, c'est les concepts que tu essayes et les préceptes que tu essayes d'inculquer à tes joueurs. Tu parlais de concept de répétition. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Qu'est-ce que tu entends par concept de répétition? Parce que selon moi, c'est très difficile d'apprendre des patterns dans League of Legends, dans le sens où tu peux pas dire ok, on vous drop à 25 minutes in-game et vous allez m'entraîner une prise de Nashor ou une prise de dragon. Donc qu'est-ce que tu entends par concept de répétition? Comme tu l'as dit, l'idéal c'est de répéter quand même. Et aujourd'hui, on n'a pas ces outils-là dans l'action sur League of Legends pour diverses raisons. Mais je pense
j'ai toujours pensé que c'était comme ça que tu faisais. D'abord, tu isoles. Je pense qu'il faut compartimenter et ensuite répéter en fonction de l'importance des différents éléments qui sont compartimentés. Quand tu prends l'exemple de certains sports, je pense que voilà, dans la plupart des sports co, moi j'ai fait du foot, mais j'imagine que c'est pareil au basket, au rugby ou autre. Tu t'entraînes pas en faisant des scrims sur l'ensemble des entraînements de la semaine. Tu isoles certains aspects, les passes, l'aspect physique, etc. Et tu le répètes pour t'améliorer rapidement là-dessus. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire, et je me suis rendu compte à mi-parcours que la seule chose que je pouvais faire au lieu de demander de jouer de certaines façons au scrim, c'était d'isoler la partie feedback, parce qu'on va apprendre dans l'action, on va aussi apprendre dans le feedback et dans le retour qui est fait. Et c'est vrai que au plus le split avançait, au plus j'essayais de me concentrer sur 2 à 3 aspects que je considérais importants, et de faire du feedback là-dessus en boucle, quitte à ignorer certains aspects qui pouvaient nous avoir fait perdre une game de scrim, mais que je considérais pas assez, inhérent à la méta ou inhérent aux situations de jeu qui reviennent souvent, pour que ce soit quelque chose qui puisse nous faire mal en game officielle et revenir dessus. Donc c'était plus isoler le feedback et répéter les mêmes choses en boucle finalement, plutôt que d'essayer d'avoir quelque chose de très large ou d'essayer de répéter des actions en scrim, parce que ça c'est pas possible comme tu l'as dit. Ok. Tu penses que c'est une approche qui est spécifique au groupe que tu as là, et peut-être que l'an dernier tu coachais différemment d'ailleurs? L'an dernier, moi, j'étais pas sur un poste, enfin, je m'occupais pas de l'équipe dans son ensemble. Je faisais des indives ou parfois avec 2 joueurs aussi en même temps. Donc c'était plus sur de l'aspect purement laning, micro. On comparait un peu les match-up, les recalls de timing, la gestion des waves en early, ce genre de choses. Donc je m'étais pas confronté à cette problématique un peu d'inculquer quelque chose ou d'aider une équipe d'un point de vue macro à progresser. Donc c'est quelque chose entre guillemets de nouveau, et je l'avais pas forcément au début. C'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure quand je me suis rendu compte que par l'action c'est compliqué quoi. Noah, quand tu regardes Carmine depuis le début de l'année, l'évolution tu la vois où en termes de jeu justement? Bon, en vrai ils sont restés assez fidèles à leur Prenez style des de notes jeu. sur le chat. Je pense pas qu'ils aient radicalement changé. Justement, c'est un peu ce qui est bien. C'est-à-dire ce que tu peux penser, notamment sur les BO3, c'est qu'une équipe qui a perdu une première game en jouant agressif et ça a pu lui jouer des tours, parce que c'est un peu ça. La Carmine, c'est je suis très agressif et de temps en temps je suis un peu trop agressif. Et le but est de trouver un petit où est-ce que je mets le curseur dans l'agressivité. Et généralement, une équipe qui a été trop agressive, qui a fait des erreurs, elle pourrait avoir tendance à se replier un peu sur elle-même, à se dire bon ben ok, on calme le jeu, on prend du scaling et on les laisse venir parce que comme ça c'est pas nous qui ferons les erreurs. Ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent à rester à avoir assez confiance en eux pour se dire c'est pas parce que c'est pas passé la première fois qu'on peut pas faire mieux la deuxième fois. Donc je trouve que ça s'est bien développé, ça s'est affiné, ça fait de moins en moins d'erreurs sur je vais un peu trop loin, je mets pas cette ward, je split un peu trop et du coup je suis pas là pour le truc. Ça a pris, je pense, à bien connaître les limites, à bien se synchroniser en teamfight, à se faire confiance aussi, parce que pour dashin et se dire je dashin mais je dashin tout seul et donc faut que je tempo 10 secondes le temps que mes potes arrivent, faut le faire. C'est-à-dire que Adam qui engage seul un Renekton avec un contre 4, il engage pas tout seul en se disant bon on verra. Non, il sait que normalement ils l'ont travaillé, ils sont assez confiance pour savoir que ça va converger un peu au même endroit. Ce qui alors la méta a changé, mais c'est un peu l'idée que tu te faisais quand tu jouais avec contre les Coréens à une époque, c'est-à-dire t'attaques quelqu'un sur la top lane, tu comprends pas les 4 autres ils étaient à la fontaine et la seconde d'après ils sont sur toi et tu sais pas d'où c'est arrivé. Dans l'idée c'est un peu ça. Donc je trouve qu'ils ont ils avaient leur particularité, ils l'ont gardé et ils l'ont affiné et ils sont restés assez fidèles à cette identité. C'est assez intéressant que vous ayez réussi à construire cette relation de confiance. C'est venu comment? Comment est-ce que tu l'expliques justement que le fait que le collectif soit vraiment devenu un, quoi? Parce que encore une fois, c'est quand tu sais quoi, ça c'est pour le coup des joueurs de G2 qui m'en ont parlé. Quand ils vous ont scrim, de ce que j'ai entendu, c'est ils font pas forcément des plays qui vont être le play optimal, mais ils se font tous confiance et ils vont y aller à 5 et du coup ça fait que c'est une équipe qui est imprévisible et qui va être super clutch. Et c'est quelque chose que je trouve qui définit super bien Carmine. Donc ouais, dans ton approche du coaching et la façon que tu as eu de travailler avec ces 5 joueurs, comment est-ce que vous avez réussi à en arriver là? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait entre eux? Est-ce qu'ils s'entendaient déjà bien? Je suis vraiment curieuse.
Bah déjà, c'est une équipe qui est agressive par ses individualités. Je pense que la plupart des joueurs aiment chercher des fenêtres et les exploiter, plus que couvrir les fenêtres qu'on peut présenter en face. Et je pense pas qu'en tant que coach, tu puisses vraiment changer radicalement la façon dont un joueur qui a été pro pendant 5 ans, ou même un joueur qui arrive de la SOCLU mais qui a pratiqué pendant X années le jeu. Tu peux pas vraiment changer ça. Je pense que ce que tu peux faire, c'est essayer de les faire travailler ensemble le mieux possible et les faire se comprendre. Et c'était un peu notre rôle, voilà, de simplement les aider à se faire comprendre. Je pense que c'était naturel de base et qu'il y avait déjà une grosse fondation, une pure synergie par les playstyles. Et ce qu'on a essayé de faire avec Réa, c'était les aider à communiquer pour que parfois les plays intervenaient un peu de façon random en se disant que ça allait passer et ensuite il fallait être en réaction, et nous on essaie d'un peu plus leur donner ces éléments de langage ou de com pour planifier et pour savoir ce qui peut se passer, et ensuite ça va de faire la décision en game. Ils connaissent mieux les match-ups, ils connaissent mieux ils ont des meilleurs damage foresight qu'un coach. C'est eux qui savent s'ils peuvent tuer, c'est eux qui savent s'ils peuvent exécuter de la bonne façon ou pas. C'est à eux de prendre ces décisions-là. Nous, on doit s'assurer que lorsqu'ils travaillent en scrim, ils aient des automatismes et qu'ils communiquent tout ce qu'ils peuvent communiquer à l'avance pour que lorsque la situation arrive, ils soient, comme tu le dis, le 5 le plus rapidement sur le même écran. Quoi. On peut revenir un petit peu sur le coaching staff parce que, bon, forcément, vous avez peut-être pas autant de personnes que la plupart des équipes ou autres. Moi, je compte toi, Réa et Shanky. Pour ceux qui dans le chat ne sauraient pas qui fait quoi, est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, s'il te plaît ? Ouais. Alors Shanky c'est le directeur sportif et il agit aussi du coup en qualité de manager parce que Karmine Corp c'est une structure assez jeune et il en faut bien un dans l'équipe, mais de base son rôle lui c'est directeur sportif, donc il est plutôt transverse et sur l'ensemble des jeux, même s'il intervient avec nous de façon quotidienne sur les scrims parce qu'il a cette double casquette. Réa a aussi une double casquette, il travaille en tant que data analyst et assistant coach. Donc c'est la personne avec qui j'échange le plus sur les thématiques de jeu, sur tous ces aspects-là. Et moi je m'occupe de la partie scrim et direction de l'équipe de façon générale, je dirais, en tant que head coach. Ça fait pas trop de personnes pour les joueurs. C'est vraiment ce que j'ai. Non, ouais, mais je pense que c'est important. Hein. Si plus t'as d'interlocuteurs, plus c'est compliqué de savoir d'où recevoir les informations, j'imagine. Donc voilà, c'est une recette qui marche, en tout cas, qui marche à distance en plus. Hein, pareil, chose dont on a beaucoup entendu parler. Mais si demain vous aviez le choix entre rester comme ça, chacun chez vous, et continuer à travailler comme ça, ou alors être mis dans un bureau, une gaming house, c'est quelque chose que tu préférais ? Parce que tant que ça marche pour l'instant. À condition qu'on puisse séparer Syncroft et Adam au moins 12 heures sur 24, c'est une possibilité. Sinon, je pense qu'il y en a un des deux qui sera inapte à jouer. Mais non, ça pourrait être intéressant. Je sais pas à quel point ça nous affecterait parce que maintenant qu'on a gagné la LFL et The Master, on pourrait se dire qu'on a envie de rester sur le même modèle. Mais on verra comment ça évolue. C'est pas indépendant que de nous. Et je pense que le mieux c'est un mix des deux. Voilà, c'est d'avoir disons un appartement et un endroit où on se retrouve pour travailler, parce que moi je me suis rendu compte aussi qu'il y a eu des moments de tension ou des moments un peu plus compliqués inter d'équipe comme dans toutes les équipes pendant la saison, et le fait qu'on soit tous à distance et que chacun puisse revenir que ce soit vers sa famille, ses amis, etc. Juste en se déconnectant de TeamSpeak, ça a beaucoup de value. Ça te permet de souffler et d'avoir un endroit où t'es bien et où t'es dans un environnement qui va être positif, peu importe ce qui se passe sur League of Legends en fait. Et je pense que tous les joueurs de LFL ont entre guillemets pas ce luxe. Donc voilà, on n'a pas les avantages d'être ensemble, on n'a pas les inconvénients non plus quoi. Mais en règle générale, quand tu peux avoir le budget, je pense tout de même que le modèle de la gaming house il est un peu dépassé. Le modèle de Gaming House, c'est quoi ? C'est déjà on n'a pas assez d'argent pour payer un appartement à chacun de nos joueurs. Alors c'est le cas de quasiment toutes les équipes, hein. Donc on n'a pas assez d'argent pour déjà loger 5 personnes et avoir à côté un bureau qui est aménagé, dans lequel on vienne uniquement pour travailler, ce qui est finalement le format normal. Après, il faut dire aussi que le joueur e-sport typique de 17 ans, c'est pas non plus le mec le plus débrouillard que tu peux lâcher dans la nature. On en a tous entendu des histoires de joueurs pro absolument incroyables. Alors, bien sûr qu'il y en a qui sont parfaitement aptes socialement, mais c'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il faut aussi quelqu'un, il faut aussi quelqu'un qui vienne surveiller les bébés, et c'est plus facile s'ils sont au même endroit. Mais dans un monde idéal,
la gaming house doit disparaître parce que oui, effectivement, les tensions montent trop vite, t'as envie d'avoir un peu ton espace, etc. Mais dans l'idée, oui, si toutes les équipes avaient assez d'argent et assez d'encadrement, ce serait idéal que les joueurs soient séparés. Au moins le temps de dormir chez eux et d'avoir leur propre chez eux. Ouais. Puis après, je pense que t'es content d'être. Enfin, là, ici, vous êtes content d'être loin les uns des autres, et ça vous dérange pas en tout cas parce que ça marche. Mais j'imagine que si vous aviez été dans une situation comme MCES pendant le split de LFL, à mon avis, en tant que coach, t'as plutôt envie d'avoir les joueurs avec toi pour savoir. Ah, c'est sûr. Déjà, des fois, quand ça marche, tu préfères les avoir pour savoir à peu près ce qui se passe, qui est réveillé à telle heure, qui mange avant ou pendant les scrims, ce genre de choses pour l'éviter. Et même, je pense que d'un point de vue même purement au niveau de la synergie, c'est bien. Ouais. Et chose que les gens savent peut-être, moi je l'ai appris récemment, t'as un boulot à côté. Ouais. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Agent secret. Si tu peux en parler, évidemment. Oui, non, il n'y a pas de problème. Je suis ingénieur commercial à export. Ok. Donc en gros, je gère des partenaires qui vont revendre des solutions informatiques pour le compte de notre société dans d'autres pays. Et c'est quelque chose que j'ai commencé avant K-Corp. Ça fait un peu plus de 2 ans, je crois. Et pour l'instant, j'y suis toujours parce que je peux me permettre, vu la situation, de jongler sur les deux, vu que je suis à distance pour les deux. Donc voilà. Bah écoute, félicitations. La dernière fois, je parlais de Fingin qui était dans le chat, et Fingin, pareil, qui est caster à mi-temps et kiné de l'autre côté. Je suis toujours hyper impressionnée par ces personnes qui arrivent à faire 2 choses en même temps, parce que je vois à quel point la compétition, ça peut être prenant, en fait, que j'imagine même pas. Il y a des profils, je peux penser, par exemple, Lela Riva, ingénieur en nucléaire et des choses comme ça. Il y a des profils qui me font crever de rire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais là ? T'as vu la lumière sous la porte, t'es rentré. Il y a quelques profils dans l'e-sport où il y a une deuxième vie que tu ne connais pas qui est assez incroyable. J'allais dire, comment t'en es arrivé là, du coup ? À coacher en Division 2 et maintenant. Je coachais déjà parce que j'aime bien le jeu, j'adore ce jeu, j'ai jamais échangé autour, et du coup, quand t'es. J'ai jamais été rank one, mais j'ai eu un elo, disons, correct, et du coup ça me permettait d'échanger avec des potes, et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de coacher aussi des gens que je connaissais pas. Donc ça, je le faisais depuis 2015 de façon on et off, mais j'en vivais pas ou quoi que ce soit. Et ça a été assez aléatoire. J'avais répondu à un tweet de Nico, le coach précédent de la K-Corp, qui décrivait une situation de jeu et qui demandait l'avis un petit peu des gens qui le suivaient. Et il avait apprécié la réponse, on s'était contacté en DM par la suite, et on avait un peu discuté du jeu, et puis je crois que 2 semaines après, il m'avait proposé de travailler avec Elaz, le support. Donc on avait travaillé ensemble pendant 2 semaines, et le deal c'était que je pouvais rejoindre à condition qu'il y ait eu quelque chose de positif du côté d'Elaz. Et je pense que c'était un joueur qui avait beaucoup de jet capacité de base, et il suffisait juste de les activer en travaillant avec lui et en faisant en sorte qu'il se concentre sur les bonnes choses in-game. Du coup, il y a eu un progrès en solo queue et en scrim, et on a pu comme ça m'introduire au groupe en tant que positional coach. Donc c'était au final assez aléatoire, quoi. D'accord. Pas très prémédité. Bah écoute, félicitations, hein, encore Merci. d'autant plus pour avoir réussi à maintenir le rythme. Hein. Je sais que les compétitions peuvent être vraiment fatigantes, donc chapeau bas, monsieur le coach. Je vois qu'on est 8000 sur le stream, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Quelqu'un m'a raid ou quoi ? On n'est jamais 8000 hein, normalement. On est beaucoup, mais on n'est jamais 8000. Donc je me demande si c'est cette line-up de King qu'on a, ou si quelqu'un m'a raid. Moi, je suis totalement PL depuis 2 mois par la Termine Corp, donc on s'habitue. Ah, c'est Tréton qui a raid. Ah, Tréton, le King. Ah là là. Je sais pas s'il attend une médaille ou un merci, mais ça arrive. Bifresh. Ah, bon, Bifresh c'est vraiment un frère, donc Bifresh pour le coup on kiffe. Tréton. Bah juste merci en fait, et bienvenue. J'espère que vous passez un bon moment. On a bientôt fini le stream malheureusement. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions. D'ailleurs, si dans le chat vous avez des questions, ça peut être le moment si vous voulez poser des questions à Noah ou à Striker. Noah, j'ai quelques questions pour toi encore, et je pense que pour ça, on va mettre la vidéo que vous avez sortie il y a quelques jours sur OTP. Attends, je vais essayer de la retrouver, Victor, histoire que tu l'as déjà de toute façon, donc c'est parfait.
Donc vous êtes en pause là, vous êtes en vacances. Oui, alors normalement je suis cryogénisé. Je suis désolé, voilà d'être là. Bon, mais on n'allait pas totalement disparaître. Oui, on a pas mal repensé, le fonctionnement qu'on n'aimait pas trop parce que le calendrier de LoL doit être refondu. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, mais on a tout de même un calendrier où donc le Summer Split, et qui est le moment le plus important, est pendant les grandes vacances, les pires audiences, les Worlds, le moment qui demande le plus de travail, et pendant la rentrée scolaire, pendant le moment où il fait froid en novembre, décembre, janvier, où les gens ont que ça à foutre d'être chez eux, on est en pause et on reprend différemment. Donc en fait, le calendrier est juste éclate max, ce qui fait que d'habitude tu te retrouves à devoir avoir des tunnels de stream et à jamais pouvoir partir en vacances, jamais pouvoir te reposer. Le fait qu'on n'ait pas la MSI, ça nous fait un break, et on pense aussi que la meilleure façon pour nous de bien faire une bonne rentrée, c'est de faire des vraies pauses. C'est-à-dire que c'est quand la saison est terminée, tu laisses pas la TV ouverte pour faire 3 pauvres émissions, etc. Tu fermes, un bon teasing bien sympa pour mettre un peu de hype, etc. On prépare bien une belle rentrée avec beaucoup de nouveautés, et à la rentrée on casse tout, après c'est bien reposé jusqu'aux Worlds. Donc dans cette idée, on a fait effectivement une série de teasers, parce que c'est la première vidéo d'une série qui va permettre d'alimenter tout ça tout au long du mois de mai, avec des surprises quand on va arriver vers fin mai, avec beaucoup de choses qui vont être annoncées au fur et à mesure. Ok, d'accord. Donc teasing, il y a d'autres choses qui vont arriver. Vous allez pas nous laisser sans contenu pendant. Il y avait marqué To Be Continued. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais écoute, votre chaîne YouTube aussi, Chips et Noix, elle était censée être To Be Continued. Ça fait bientôt 10 ans et on attend toujours que vous la repreniez. Donc voilà, c'est une honte, les vrais savent. Notre chaîne YouTube, c'est une honte. Les vrais savent. Il y a pas mal de personnes dans le chat qui posent pas mal de questions du coup. Alors attendez. Ah oui, bon. Noah, tu la connais, celle-là. SKTP prévoit d'autres soirées que du LoL, donc comme à la grande époque du Howard. Question pour un champi. Je pense que j'en referai plus jamais des questions pour un champi. Je pense que je me suis fait une raison. Je pense que c'est trop dur. Je pense que les réseaux sociaux sont devenus encore plus violents qu'ils ne l'étaient. Et par souci d'honnêteté, je peux pas venir tacler des gens si je ne peux pas être totalement honnête. Il s'est quand même passé beaucoup de choses en sous-marin après notre départ et dans la création d'OTP. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut tout simplement pas dire parce que on peut pas. On peut pas. Je peux même pas dire pourquoi, mais on peut pas, grosso modo. Okay. Et donc en fait, je vais pas aller tacler des gens si déjà en fait je peux pas assumer tout ce qui s'est passé de notre côté. Et il y a quand même beaucoup de choses, je pense, à dire. Et après aussi, je peux pas non plus tacler soit un concurrent, soit un partenaire. C'est-à-dire que soit je tacle, effectivement, c'est pas facile de tacler Webedia, sachant que c'est peut-être un de nos plus gros clients, c'est pas honnête de venir tacler, par exemple, une boîte de prod concurrente, etc. Et autant avant, ça avait un peu moins d'impact, c'était... Le système était un peu plus bordélique et surtout c'était vraiment des grosses dérives. C'est-à-dire que venir tacler quelqu'un qui a ouvertement fait des trucs vraiment répréhensibles par la loi, ça me dérange pas. Maintenant, aller tacler des gens sur des prods, sur des trucs, sur des fonctionnements du milieu un peu plus pernicieux et j'en retire un avantage immédiat que c'est censé être discrédité pour moi vendre mon business, la manœuvre est plus la même. Donc je trouve que c'est trop compliqué. Il y a des sujets trop graves, trop compliqués sur lesquels j'ai pas envie de me positionner. Soit j'attaque un pote, soit j'attaque un ennemi. Enfin, qu'est-ce que c'est dur. C'est dur. Donc, franchement, j'ai beau retourner ça dans tous les sens, j'ai pas une bonne solution. Je suis d'accord. L'écosystème n'est plus le même aujourd'hui. Yo Akamel d'ailleurs, qui est dans le chat. Coucou Tréton, coucou tout le monde. Alors, Striker, il y a une question qui ressort beaucoup là. C'est pourquoi est-ce que tu fais aussi peur? Mais je comprends pas, j'ai l'impression de manquer une référence. Est-ce que tu fais peur à tes joueurs? Est-ce que tes joueurs ont peur de toi? Je pense pas. Non, je pense pas. Je crois que ça vient d'un live qu'on avait fait avec Shanky et Côté, il me semble. Et je crois que moi je devais être un peu stressé, j'avais le visage fermé, et du coup c'est parti de là. Ok, d'accord. Moi je trouve que tu fais beaucoup moins peur avec la photo dans ta piscine. Oui, voilà, oui, bah photo que j'ai récupérée, hein, d'ailleurs, évidemment, qu'on peut montrer. Attends. C'était... Où est-ce que je l'ai mis? La seule façon qu'elle sorte pas, celle-ci, c'était qu'on perd des EU Master. Du coup, on a eu quelques tentatives de sabotage, ça n'a pas marché, les joueurs étaient trop bons. Let's go.
Dans le chat, on me demande aussi si parce que ça va être le MSI, évidemment, on en parlait. MSI qui, selon moi, est déjà un wrap avec Damwon. Les gens voulaient savoir si la façon de jouer de Damwon t'inspire en tant que coach ou en tant que même joueur ou amateur de League of Legends. En tant que joueur, même si ça m'inspirait, ce serait pas très utile parce que je pense pas que je pourrais répliquer un dixième de ce que fait Showmaker. En tant que coach, je pense que comme tous les coachs, quand t'as une équipe qui est aussi dominante, t'essaies d'en apprendre, de comprendre les mécanismes et pourquoi l'équipe est aussi forte. Après, arriver à le répliquer, c'est une toute autre chose. À titre personnel, mes références, c'est, je pense que je dirais que c'est M5 et G2 2019. Merci pour ça. Nice. Juste de rien. Et voilà, je pense que c'est plutôt des équipes comme ça sur l'aspect adaptable et sur l'aspect innovant. Okay. Je pense qu'aujourd'hui on est encore trop fermé sur comment on peut jouer à League of Legends et il faut explorer ça, quoi. Je suis d'accord. Après t'as la Chine qui est vraiment particulière de ce côté-là où eux c'est oui. Random, on fait vraiment ce qu'on veut, mais bon, ok, d'accord. Non, mais c'est une réponse super intéressante. Moi, j'aurais voulu un monde dans lequel K-Corp a les scrims d'Amwon qui sont sur le serveur européen en ce moment. Mais bon, on verra pendant une autre. Après, le secret des scrims, j'ai entendu que Damwon en scrim, il s'était fait un peu malmener récemment et qu'il y avait des joueurs tiltés qui avaient débarqué sur le leader. Hein. Ouais. Après, c'est Damwon, donc c'est pas parce que tu gagnes une fois un jour une trip contre eux, tu vas pas te faire 3-0 dans tes matchs, mais bon, finalement, il y a peut-être des ouvertures par-ci par-là. Apparemment, ouais, alors, ils ont fait des très bonnes premières journées de scrim, ils se sont fait massacrer par une équipe par laquelle ils auraient pas dû se faire massacrer. Et apparemment, les scrims d'Eana se passent pas si mal que ça. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On fera un stream MSI, de toute façon, on parlera de tout ça. Alors pour le chat, moi je lis rien. Moi je répète des bruits de couloir que j'ai entendus à droite à gauche et de ce que disent les joueurs sur internet. Pour le coup, c'est ça qui est bien parce que on a quand même beaucoup d'infos, mais celles-là, elles ont été obtenues de façon parfaitement honnête. Ah ouais, non, c'est pas du leak, hein. C'est juste il faut savoir où chercher. Voilà, c'est ce que je dis souvent. Et là où vous avez le plus d'informations, c'est sur Reddit ou sur Twitter. Il faut juste suivre les bons comptes. Et les gens n'arrêtent pas de spam LEC, slot LEC. Il y a rien à dire là-dessus, en fait. Genre, il y a littéralement rien à dire. On connaît le prix. Je pense que Kamel ou même les joueurs ou beaucoup de personnes se sont assez exprimés sur cette histoire de slot LEC pour que j'ai pas forcément à revenir dessus. Mais ouais, je sais pas, Striker, peut-être que tu veux compléter, mais pour moi, il y a pas vraiment de question, en fait. Non, de toute façon, c'est pas mon travail, même s'il y avait quelque chose à dire d'en parler. Exactement. Donc, mais comme tu as dit, il y a pas grand-chose à dire. Donc ouais, faites-vous vos fantasmes si vous voulez, mais honnêtement, c'est pas vraiment un sujet. Voilà, c'est pas vraiment un sujet. Alors, de ce qu'on sait, c'est pas un sujet en 2021. Après, on n'en sait pas plus. Mais 2021, ça a l'air d'être un peu compliqué quand même. Ouais. Moi, j'aimerais beaucoup voir Carmine en LEC. Hein. C'est pas du tout ça le souci. Hilarant. Mais ça serait hilarant. Ça serait trop bien. Ça serait vraiment Après, pour l'audience. D'un point de vue parfaitement business, le LEC est quelque chose qui marche en lui-même. D'un point de vue parfaitement business, la Carmine qui passe en LEC et qui quitte la LFL, c'est une très très grande perte pour la LFL qui a quand même été particulièrement bien carry par la communauté Carmine. Donc, selfish et égoïste, franchement, finir une année sur ses audiences, moi ça me va. Ouais, de ouf. Apparemment, Paul a parlé du fait que 2022, même non là, ça soit pas une question. Mais en fait, tu sais jamais jusqu'à quand la structure va exister. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Peut-être que demain, une équipe aura envie de faire comme Schalke et se barrer. Et peut-être qu'à ce moment-là, les planètes seront alignées et genre, je sais pas, l'équipe, Carmine voudra rejoindre le LEC. En fait, c'est jamais complètement fermé, mais c'est pas un sujet dans le sens où pour l'instant, il n'y a pas de matière. Mais un jour, peut-être, vous avez le droit de rêver. Hein. Il y a un univers dans lequel ça arrive, évidemment. Dernière question, et là elle est pour vous deux, parce qu'on en avait un petit peu parlé pendant le live. Quelqu'un m'a posé pas mal de fois la question de est-ce qu'on pourrait potentiellement voir un MSI des petites régions, à savoir le gagnant des EU Masters qui affronterait le gagnant des Proving Grounds, qui affronterait le gagnant de la Div 2 chinoise et des LCK Challenger. C'est un truc que vous aimeriez voir ou pas? Un mini MSI. Il n'y a pas de la place pour tout. Alors ce serait ouf, un mini MSI à la place du MSI, tout simplement, qui a ses words, point final.
Je sais pas, ce que je me dis que je kifferais voir une Coupe d'Europe pour commencer avec tous les joueurs. Je parle pas uniquement du pool de joueurs des ligues nationales, mais vraiment avoir d'abord pour commencer une Coupe d'Europe avec toutes les nationalités qui ensuite s'agrandit en vraie Coupe du Monde, mais ne pas s'arrêter à la barrière, c'est-à-dire que tu sélectionnes par pays, tu définis par pays un sélectionneur, un manager, un truc comme ça, enfin on va dire une personne vraiment responsable de ça, qui va se charger de faire une équipe et un projet et qui a le droit de piocher sur tous les joueurs français, par exemple, tous les joueurs francophones, et mais pas uniquement la Coupe du Monde des D2, la Coupe du Monde des D1, la Coupe du Monde de machin. Non, on peut faire un truc un peu plus global. Si on supprime le MSI et qu'on le met à cet endroit. Striker, t'es d'accord là-dessus? Enfin, c'est un format que t'aimerais potentiellement voir. Ouais, c'est sûr. Après, moi, j'ai moins les considérations, disons, de calendrier, parce que je suis pas le broadcaster qui doit enchaîner le commentaire sur 18 compétitions différentes. Mais c'est vrai que j'avais jamais pensé à une compétition. On parle beaucoup souvent de Coupe du Monde par pays, mais celle-ci, avec toutes les divisions 2, entre guillemets, de chaque région qui serait représentée, ça peut être intéressant. Je pense que ce serait pas mal, voire plus inégal que des Worlds, parce qu'en termes d'infrastructure, c'est pas du tout la même chose de venir... je pense que les NA ont un retard encore plus conséquent entre leur académie et les URL/académie européenne que la différence qu'il y a aujourd'hui entre la LCSN et la LEC. Ouais. C'est sûr que ce serait très très sympa. Ouais. Ce serait super drôle, ouais, mais il y a encore plus de disparité qu'entre les différentes ERL, je pense, je suis d'accord. Entre la LPL qui a budget illimité, même pour leur 2e et 3e division, à mon avis. Et les NA où t'as les joueurs de Team Coast 2014 qui sont toujours là en train de jouer pour Proving Grounds. C'est c'est un peu ça. Parle-moi de Team Coast, alors attention. Attends, j'ai toujours leur icône Team Coast 2015 Forever. Désolé. Elle est légendaire. Les NA d'ailleurs qui, je pense, vont surprendre pendant ce MSI. Je crois en Cloud9. Voilà, c'est tout ce que je dirais ici. Je pense que Damwon va quand même gagner. Qui passent pas leur groupe, ce serait tellement dans mes veines. S'ils passent pas leur groupe, c'est grave pour le coup, parce que ils ont un groupe facile, il me semble. Ouais, ils ont un groupe facile. Ils ont vraiment un groupe facile. Zion Spartan en Académie NA, me dit Kameto sur le chat. On a bientôt fini le stream, les gars, comme d'habitude. Il va être temps de savoir qui est-ce qu'on va raid, à qui on va envoyer les viewers de Tréton et de Bibi. Je vous laisse me mettre des suggestions sur le chat pendant qu'on se dit au revoir. Noah, t'es en vacances. T'es en vacances jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on vous retrouve? Qu'est-ce que tu fais? On n'est pas encore en vacances. T'es même pas encore en vacances. Non, maintenant, on va dire qu'on a... si on travaille bien, on a jusqu'à la fin de la semaine pour envoyer tout ce qui doit partir avant de partir en vacances pour que quand on arrive fin mai, on soit pas à poil. Donc, presque en vacances. Et après ça va être chill. Let's go. Ça, ouais. Il faut en même temps. Tu peux pas nous teaser un petit truc qui va arriver? Non? Les gens vont le découvrir bien assez tôt. Non, mais juste on rebosse la grille. Vu que c'était quand même il y a 5 mois on n'existait pas. C'est le moment de faire un peu le bilan de ce qui a marché, ce qui a pas marché, ce qu'on va continuer ou pas. Après il y a plein de projets que malheureusement je ne peux pas trop révéler. Mais il y a des bangers qui arrivent, il y a des petites surprises par-ci par-là. On a hâte de voir. Et Striker, de ton côté, tu nous as dit vacances tranquilles et vous recommencez. Tu sais quand est-ce que vous recommencez les entraînements ou pas encore? Non, je pense qu'on va reprendre un petit 10 jours avant la reprise de la FL, quelque chose comme ça. Voilà, de mon côté, je vais chill, je vais pouvoir me concentrer un peu plus sur le taf perso et ça va me vider aussi l'esprit. Mais on va regarder les MSI comme tout le monde et ça va être. Je pense que ça va être pas mal les MSI. Ouais, je pense que ça va être sympa. Aussi. Et voilà, c'est à peu près le programme, quoi. Et écoute, repose-toi bien. Et encore bravo pour cette finale qui était ouf. C'est pareil, bravo à toi, bravo moi, au TP aussi, parce que c'est à toi, Bubu. que de la congratulation. Oui. Non mais c'est vrai que c'est une année qui est spéciale parce que le fait que OTP et Carmine arrivent en même temps, c'est un alignement un peu des planètes, quoi. C'est parfait. Plus le fait qu'on perce, tout arrive au bon moment pour SNFR sur LoL, donc c'est cool. J'espère que OTP et Carmine on s'est mis le mieux possible l'un et l'autre. Hein. J'espère que voilà, franchement, c'est la famille. J'espère qu'on s'est mis archi bien et qu'on continuera de se mettre archi bien. Et avant que tu nous lâches Bubu, parce que moi j'ai pas eu l'occasion. Ça s'est passé comment de ton côté en speed? Ouais, c'est moi qui prends l'interview. Ça s'est passé comment en speed de ton côté? Grande première hosting en anglais?
J'en parlerai dans un stream du matin, mais ouais, c'était la première fois. C'était peut-être un des trucs les plus stressants que j'ai fait depuis Bercy en 2017. Mais c'était ouf. Ça s'est pas si mal passé que ça. En plus, puis Riot sont assez contents. Enfin, après, tu me connais, hein, tu sais, je suis rarement satisfaite de ce que je fais, mais ouais, non, c'était pas horrible. J'ai pas complètement de choc et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, honnêtement. C'est très 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 différent de quand je le fais chez vous, chez OTP. Donc ouais, on reviendra là-dessus. Je vais revenir la prochaine fois que je vais host chez vous. Ça sera le meilleur hosting que vous ayez eu, je pense. Vraiment, c'est déjà le meilleur hosting, mais c'est vrai qu'il y a un peu un grand écart entre le format Riot et le nôtre, où tout d'un coup il y a Twix qui passe et qui lance ses chaussures sur Tréton en criant. C'est pas la même ambiance. C'est sûr. Mais en tout cas, voilà, c'était une super XP et encore meilleure puisqu'il y avait toute l'euphorie autour de la finale et autour de la France. On va partir sur le stream de Marex, du coup, comme vous avez pu le voir, il y a 600 personnes qui sont prêtes à partir sur le stream de Marex. On se retrouvera, nous, pour un stream du matin, je pense, pour préparer du MSI, enfin, pour préparer le MSI, parce que voilà, vous avez vu, OTP le fera pas, mais j'ai pas quand même envie de vous laisser sans contenu. Donc, voilà, il y aura un stream de prep du MSI, il y en aura pendant le MSI. Et voilà, bah, messieurs, je vous souhaite de bonnes vacances, un bon repos. Merci beaucoup d'être passés sur ce stream. Et merci à tous les viewers qui étaient là et qui sont restés pour avoir kiffé cette émission. Merci à Leroy Merlin aussi qui a ralasse avec ses subs à la fin du live, comme d'habitude. Ouais, 6000, pas 600, c'est vrai que c'est n'importe quoi. Et donc voilà, on va y aller. Je vous laisse partir sur le stream de Marek. Je vous fais des bisous à tous et on se retrouve très bientôt pour un autre stream. À bientôt. Tchou tchou.